Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer ce webinaire dédié aux avocats au cœur de la révolution technologique post-Covid. Je suis Clémence Artaud, directrice juridique et affaires publiques de Doctrine, et je vous remercie tous. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Il y a 4 ans, Doctrine a fait le pari de la transformation numérique du droit. Aujourd'hui, plus de 4000 avocats utilisent nos solutions au quotidien, et leur satisfaction, finalement, c'est notre plus belle récompense. Depuis le début, nous avons construit Doctrine en écoutant leurs besoins et leurs retours sur nos solutions. Et c'est ce qui nous a amené l'année dernière à conduire une première étude avec l'IFOP afin de les interroger à plus grande échelle. Nous avons réitéré cette année et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, interviendra dans quelques instants pour nous en présenter les résultats. Mais avant cela, j'aimerais revenir en quelques mots sur le contexte de cette étude, puisqu'elle est intervenue à un moment charnière pour la profession, en pleine crise sanitaire, qui a fortement impacté la justice, et où finalement il y a eu une prise de conscience un peu brutale des besoins et peut-être même des carences du secteur de la justice, à la fois pour les avocats et puis pour les magistrats, les greffiers et d'autres professionnels du droit. En particulier, cette prise de conscience, elle s'est avérée concernant l'équipement numérique et technologique de ce secteur. C'est pourquoi, au-delà de la présentation des résultats de cette étude, nous avons souhaité réunir un panel d'experts pour venir un peu nous parler de cette crise sanitaire, des conséquences sur les professionnels et surtout de l'après et du rôle de l'avocat dans cette période de l'après-crise. Ce sera l'objet de la table ronde animée par mon collègue Philippe Laurence dans quelques instants. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Frédéric Dabi pour qu'il nous présente les résultats de l'étude menée par l'IFOP. Merci, chère Clémence. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Frédéric. Merci beaucoup. Je vous cède la scène pour que vous puissiez présenter l'étude. Merci, chère Clémence. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette enquête exclusive IFOP Doctrine relative au regard des avocats français sur la transformation numérique de leur métier. Clémence le disait, cette enquête fait suite à un premier sondage qui avait été réalisé en avril 2019 sur les enjeux de la profession au quotidien. Oui, une enquête auprès d'avocats sur les enjeux de la visibilité en ligne, sur l'accès aux décisions de justice. Là, bien sûr, je ne sais pas si je peux avancer. Oui, ça marche. J'avance à la diapositive suivante. Là, bien sûr, dans le contexte que nous venons de connaître, cette période hors norme et inouïe de confinement, il s'agissait plus précisément de s'intéresser à l'adaptation professionnelle des avocats. Comment ont-ils vécu cette période hors norme et inouïe? Et puis, quid de leur perception, de leur représentation, de leurs attentes à l'égard de cette accélération de la transformation numérique du métier. Alors, qui dit sondage dit protocole méthodologique, et nous avons, comme dans l'enquête de 2019, interrogé un échantillon représentatif des avocats, une mini-France des avocats. Alors, par rapport à 2019, on a interrogé beaucoup plus d'avocats. On en avait 600 l'année dernière, là on en a plus de 850, ce qui permet, outre des résultats globaux très fiables, avec une marge d'erreur marginale, avoir des possibilités d'analyse par grande catégorie, le statut, le sexe, l'âge, l'ancienneté dans la profession. Cette enquête a été réalisée à un moment spécifique, entre le 20 avril et le 4 mai, donc à la fin de la période du confinement, et elle s'est achevée une semaine avant la fameuse date du 11 mai. Donc on va regarder ensemble pendant une dizaine de minutes quelques résultats, les principaux résultats. Et d'abord, l'adaptation professionnelle, comment s'est passé pour les avocats ce confinement. J'ai parlé de période inouïe et hors norme, puisqu'on s'en souvient, ou peut-être pas maintenant, elle a surpris le pays. Les Français, et comme les avocats ne s'y attendaient pas jusqu'au dernier jour, et elle a bouleversé nos vies. Et clairement, on voit à quel point, sur les conditions de travail depuis le début du confinement, premier constat, vous le voyez, pour plus de 9 avocats sur 10 interrogés par l'IFOP, le confinement a accru
les difficultés liées à l'exercice de leur métier. On a un constat unanime, hein, quasiment 88%, ça a été difficile. L'exercice de mon métier a été difficile. J'attire votre attention sur les 58% qui disent même que ça a été beaucoup plus difficile qu'avant. Et la part de ceux qui ont trouvé ça facile est absolument marginale. 3%, 1% même pour les avocats qui trouvent ça beaucoup plus facile qu'avant. Compte tenu d'un score aussi net, aussi massif, il y a très peu de clivage. Quand même, on voit que les avocats qui exercent en individuel ont été 93% à juger cette période difficile, contre 71% seulement, mais c'est quand même très majoritaire auprès des avocats salariés. Maintenant, si on s'intéresse aux dimensions qui ont pris le plus d'importance dans cette période de confinement, s'agissant de la relation entre un avocat et ses clients, toute une série de qualificatifs ont été proposés et vous le voyez, une hiérarchie nette s'impose. C'est d'abord la réactivité qui a été le mot-clé à 34%. Et bien sûr, cette importance accordée à la réactivité souligne en filigrane l'importance des outils numériques, puisque la réactivité, c'est traditionnellement un des bénéfices majeurs associés au numérique. Donc 34% qui devance l'accessibilité et la proximité. Proximité, bien sûr, physique, accessibilité pour joindre ses clients dans un contexte de période de confinement, qui devançait même la personnalisation des conseils. Notons que une des dimensions au cœur du métier, la compétence, l'expertise, arrive à un degré nettement moins fort de hiérarchie. Seuls 15% des avocats l'ont cité. Hein. Ce tableau tout simple montre à quel point le confinement a bouleversé la profession, l'exercice de la profession d'avocat. Et pour finir cette partie, une question assez centrale que l'IFOP a posée auprès des salariés français, auprès de toute une série de professions à la fin du confinement, comme dans l'enquête IFOP Doctrine, au début du déconfinement ou même plus récemment, est-ce que la crise du coronavirus a eu un impact, a modifié ou va modifier les conditions d'exercice du métier? Et on peut toujours avoir des interrogations. Est-ce que les avocats vont être sur une logique de plus rien ne sera comme avant, ou bien, comme par le passé, on se souvient de la crise de 2008, l'inertie va être plus forte que la rupture. Là, les résultats sont très très clairs, vous le voyez, la crise sanitaire a impacté ou impacte durablement les conditions d'exercice du métier sur deux dimensions. La hiérarchie est très nette. La transformation du numérique, que ce soit la transformation numérique du système juridictionnel, cité par 3/4 des avocats, ou plus personnellement, la transformation numérique de ces outils de travail, c'est-à-dire l'intégration des technologies numériques dans ces activités. Voilà, on a vraiment un résultat absolument massif avec, compte tenu du score, des dimensions très homogènes, quel que soit le type, la catégorie, le statut des avocats interrogés. Alors, à un niveau non négligeable, la façon de communiquer avec ses clients est citée par presque un avocat sur deux. On a vu des résultats équivalents dans des enquêtes IFOP auprès des dirigeants d'entreprise, dans des enquêtes IFOP même auprès des parlementaires français. Cette crise du Covid a impacté dans tous les sens, nettement moins, vous le voyez, sur la façon de s'informer. Et on sait très bien, et c'était aussi un des enseignements de l'enquête IFOP Doctrine d'avril 2019, que le numérique avait déjà, impacté la façon de s'informer des avocats. Donc, on a vraiment l'idée que le coronavirus impacte considérablement les conditions d'exercice du métier, notamment s'agissant de la transformation numérique. Et justement, sur l'accélération de la transformation numérique du métier, quels sont les ressentis des avocats interrogés? Et d'abord, une question introductive, mais que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle montre à quel point le numérique est partout et à quel point les avocats ont soif d'avoir accès à des outils numériques. Le oui est majoritaire dans tous les items testés avec une hiérarchie, 86% pour échanger avec les juridictions, 71% pour améliorer sa visibilité en ligne. On l'avait vu l'année dernière que c'était devenu un enjeu croissant pour les avocats, notamment dans les petits cabinets, mais aussi dans les plus grands. Et puis un score qui dépasse les 2/3, s'agissant de la recherche d'informations numériques, s'agissant du fait de dialoguer avec ses confrères, ses clients à distance. Le Covid, avec toutes ces plateformes que nous utilisons d'ailleurs aujourd'hui, a changé la relation. Et la relation, si je puis dire, physique, est toujours très importante, mais clairement, elle va être partagée avec d'autres modes d'interaction entre avocats clients, entre confrères clients, 67% pour suivre ces dossiers. Donc, et quand on interroge les avocats sur l'accès aux outils numériques souhaités en priorité, on voit, vous le voyez sur la première réponse, sur le total des citations,
c'est-à-dire sur les deux réponses cumulées, à quel point les avocats se montrent partagés, avec trois outils mis en exergue par une proportion équivalente d'avocats. D'abord, on souhaite acquérir en priorité des outils d'aide à la décision, des informations juridiques plus pertinentes, des historiques de contentieux d'une entreprise, à quel point on voit que ces outils d'aide à la décision permettraient aux avocats de gagner en productivité. 1 sur 4 cite ces outils en première mention et presque 1 sur 2, une majorité, les cite quelle que soit la réponse testée. 45% pour les outils d'aide de téléconsultation. On a vu à quel point les relations clients-avocats changent. Et puis, des outils permettant d'améliorer, on retrouve cet enjeu dont je parlais, sa visibilité. Et sa notoriété, c'est plus facilement, c'est plus fortement cité par les avocats qui sont spécialisés en droit commercial. On a deux dimensions qui sont moins mises en avant. L'accès plus large à l'information juridique, puisque c'est quelque chose qui est déjà en germe et qui existe et qui s'est développé. Clémence en parlait précédemment. Et puis la dimension financière de facturer ces services en ligne est nettement moins citée. Alors, un indicateur central qui montre à quel point la transformation numérique s'impose, existe, est centrale et va se développer. Est-ce que pour les avocats interrogés, on est sur l'idée que la transformation numérique, l'intégration des technologies numériques dans ces activités est une priorité? On a un score quasi plébiscitaire, 81% de oui. Je suis frappé par les 42% qui sont même sur un tout à fait, ceux qui minimisent ou qui nient la transformation numérique comme une priorité ne sont que 3% à répondre pas du tout. On voit que la crise du Covid a accéléré, a amplifié une tendance déjà à l'œuvre chez les avocats. C'était dans notre enquête de 2019. Et quand on s'intéresse aux domaines prioritaires, quels sont les domaines pour lesquels cette accélération de la transformation numérique est prioritaire, on a des dimensions qui sont, si je puis dire, consubstantielles au numérique. La simplicité des procédures liées à son activité, citée par une majorité, la rapidité, la productivité pour la réalisation des tâches. Un peu plus bas, cité par un tiers, la recherche d'informations, la gestion de la relation avec ses clients. Et une fois de plus, à un niveau non négligeable, un avocat sur 5, c'est toujours cette question d'amélioration de sa visibilité sur les outils en ligne et les réseaux sociaux. Et justement, pour conclure cette courte présentation, est-ce que on est satisfait ou pas de sa propre visibilité en ligne en tant que professionnel du droit? C'était une question déjà posée en 2019 et très clairement, le constat fait en 2019 se répète, une majorité assez nette d'avocats, 56% cette année, 58% l'année dernière, se déclarent peu satisfaits ou pas du tout satisfaits de leur visibilité en ligne. Il y a des marges de manœuvre, des marges de progression là-dessus. À peine 4 sur 10 considèrent que cette visibilité est satisfaisante, avec des clivages nets. Les indépendants sont 38% à être satisfaits, les associés 48%, les collaborateurs 43%, seuls les salariés, les avocats salariés sont presque 2 tiers à se montrer satisfaits. Voilà, j'en ai fini pour que le débat animé par Philippe puisse commencer. On voit très bien à quel point cette transformation numérique qui était en germe, qui était déjà très nette dans l'enquête de 2019, a été percutée, accélérée, amplifiée par cette crise du Covid. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dabi, pour l'éclairage de ces chiffres. C'est toujours intéressant d'avoir le regard du sondeur sur ces résultats. Je crois qu'effectivement, les deux grands enseignements qui d'ailleurs ont un peu motivé le webinaire de ce matin, c'est que d'une part, finalement, dans cette période, c'est un peu le numérique qui a clivé la profession d'avocat, avec d'un côté ceux qui pouvaient déjà être équipés et qui finalement ont mieux vécu, ou peut-être moins mal vécu cette période que des avocats qui, peu dotés en outils informatiques, effectivement, ont relativement mal vécu la période. Et surtout, c'est ce consensus sur la nécessité d'accélérer la transformation numérique de la justice qui est vraiment perçue comme une nécessité pour exercer le métier d'avocat. Et c'est des choses qui finalement étaient au départ portées par une petite minorité qui aujourd'hui devient des sujets prioritaires pour une majorité de la profession. Et c'est intéressant de voir justement, mais sans trop déflorer
la discussion qui va suivre, à quel point les avocats vont avoir un rôle important à jouer dans cette transformation. Je vous propose de passer à la discussion. Alors, il y aura un temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions comme elles vous le viennent au fil de l'eau. On pourra éventuellement rebondir dessus avec les intervenants durant la conversation. Et je vais vous présenter les intervenants qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin. Alors, bonjour Naïma Mouchou. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Le temps que Madame la députée monte sur scène. J'ai commencé votre présentation. Alors, Naïma Mouchou, vous êtes élue députée de La République En Marche en 2017. Auparavant, vous étiez avocat au barreau de Paris, inscrite en 2010, et vous avez exercé au sein du cabinet du bâtonnier Charrière-Bournazel. Vous êtes membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. La garde des Sceaux vous a récemment nommé à la commission dite Perben, qui travaille sur l'avenir de la profession d'avocat. Pour un petit peu l'anecdote, ce mandat vous a permis quelque part de passer de l'autre côté de la barre, puisque vous êtes également juge titulaire à la Cour de justice de la République. Nous recevrons également Emmanuel Raskin, qui est aussi avocat au barreau de Paris depuis 97. Son cabinet conseille les restaurants, enfin notamment les restaurants et leurs fournisseurs. D'ailleurs, il est à quelques pas de la place des Halles à Paris. Il est également membre du CNB et président de la commission texte du CNB. Alors la commission texte qui a été extrêmement sollicitée puisque elle doit examiner tous les textes qui entrent en vigueur ils ont été nombreux durant cette période d'état d'urgence. Vous êtes Emmanuel Raskin est aussi vice-président d'Avocats Conseil d'entreprise, qui est le deuxième syndicat de la profession. Et enfin, nous recevons Michel Lerreur, président de Jury Management, qui conseille les cabinets d'avocats et les avocats depuis longtemps, et du coup du fax à l'intelligence artificielle en passant par Internet, la transformation numérique des avocats, elle date pas d'hier. Et du coup, vous allez nous parler justement de comment est-ce que ça impacte l'exercice des cabinets d'avocats. Alors, cette période, ça a été une période extrêmement compliquée pour chacun. On a eu l'occasion d'avoir des retours d'avocats de tous horizons dans le podcast Droit commun que Doctrine a lancé en début de ce confinement. Et du coup, je vais faire comme dans le podcast en vous demandant à chacun d'abord comment est-ce que vous avez vécu un petit peu dans vos différentes fonctions cette période de confinement. Naïma Mouchou, si vous voulez commencer. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci à Philippe Laurence et à Clément Sartaud pour l'organisation de ce webinaire et pour leur invitation. Vous permettez un partage sur un sujet qui est essentiel et qui est incontournable, que la crise a certainement révélé avec davantage d'acuité, c'est le besoin d'une justice numérique. Sur la question du déconfinement, alors, les députés, vous savez, ont vécu un peu comme le reste des Français dans un mode de travail assez dégradé, finalement très éloigné de ce que nous connaissons habituellement, parce que la vie de palais, la vie au Palais Bourbon, c'est un peu comme dans le monde des avocats, c'est beaucoup fait d'opposition, de confrontation, de concertation aussi. En tout cas, c'est fait de présentiel. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression d'avoir été mis sous cloche, ce qui est peut-être un comble d'ailleurs pour un homme ou pour une femme politique. En tout cas, c'était assez contre-intuitif. Le tout s'est fait d'ailleurs dans une ambiance de grande inquiétude, puisque, si vous vous souvenez bien, l'Assemblée nationale a été un des premiers foyers épidémiques de la crise. Nous étions un des premiers clusters. Et donc, nous avons eu dès le départ un vade-mecum très précautionneux. Nous étions extrêmement peu nombreux à l'Assemblée, mais en même temps, il fallait assurer le fonctionnement des institutions, et puis il fallait surtout
mettre en place l'état d'urgence sanitaire, un texte soumis en débat à la commission des lois. Peu nombreux au départ, très vite outillé, j'ai découvert le monde des visioconférences et des audioconférences, j'ai découvert le monde du télétravail flanqué de 2 enfants de 4 et 7 ans, donc c'est toujours une expérience intéressante. Et puis nous avons progressé, un peu comme le reste du pays, petit à petit vers un déconfinement. Nous retrouvons aujourd'hui un mode de fonctionnement un peu plus classique, un peu plus normal, néanmoins avec un protocole évidemment qui s'impose à nous comme à l'ensemble de la population. Nous reprenons néanmoins nos marques. Nous avons eu le plaisir de nous retrouver à l'Assemblée nationale ces dernières semaines et nous avons surtout le plaisir de pouvoir retravailler dans des conditions qui sont un peu moins brutales, si je puis dire. Un petit peu les réunions Zoom qui doivent effectivement être une manière un petit peu surprenante au départ. Emmanuel Raskin, surtout quand ça fonctionne moyennement, oui. Surtout quand il y a les aléas de la technique. Emmanuel Raskin, du coup, pareil, les instances ont été sacrément sollicitées. Hein. Ça, je vous le confirme. Bonjour à tous. Merci à Doctrine pour cette interview, ce débat. C'est très intéressant parce qu'on sort à peine de cette crise sanitaire, et on y est encore d'ailleurs. C'est important d'avoir le témoignage et le ressenti de la façon dont on a vécu les choses. En ce qui me concerne, je peux pas cacher qu'au départ, c'est extrêmement anxiogène. Vous vous retrouvez en 3 jours à devoir organiser toute l'activité d'un cabinet chez soi. Et s'il n'y a pas de numérique, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est anxiogène parce que vous ne savez pas quand ça va se terminer. D'ailleurs, personne ne pouvait le savoir. C'est anxiogène parce que vous pensez à vos effectifs, aux gens qui travaillent avec vous à longueur de journée. Et puis, c'est anxiogène aussi parce que vous avez l'impression que tout s'arrête. Et en fait, il faut faire en sorte que tout ne s'arrête pas. Politiquement, dans nos instances, alors je rectifie, vous m'avez mis président de la commission texte du Conseil national des barreaux, mais en fait, j'en suis le vice-président. La présidence est assurée par Karine Denoy-Banteux. Nous avons eu un travail énorme, pratiquement 50 ordonnances en application de la loi d'état d'urgence en moins de 3 mois à étudier. Le travail de la commission texte, c'est d'analyser, de proposer et d'intervenir sur tous les projets de loi qui sont en champ, en construction. Et là, j'avoue que on a eu de quoi travailler régulièrement et plus que d'habitude. Mais ça a été extrêmement enrichissant pour les instances. Bah voilà, ça a été extrêmement enrichissant. Et là encore, le numérique a été indispensable parce que nos assemblées et le Conseil national des barreaux ne s'est jamais arrêté. Nos assemblées se sont tenues à plus de 80 personnes en numérique pendant de longues heures, mais nous avons assumé tous les ordres du jour et travaillé pour la profession d'arrache-pied. Le numérique est fondamental, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il est fondamental, mais en même temps, il faut immanquablement pouvoir être outillé en fonction de manière à ce qu'il fonctionne correctement, car sinon, vous pouvez vous ressentir, et ça, c'est l'autre aspect anxiogène, complètement coupé de tout et sans la moindre issue. Et donc, oui, pour le numérique, mais attention à la dépendance. Donc, tout est une question de juste équilibre. Et pendant cette période, nous l'avons vécu et nous l'avons vraiment ressenti parce que c'est ce qui s'est passé réellement. Et donc, il y a plein d'enseignements à tirer de tout cela. Et évidemment, c'est l'aspect positif peut-être pour l'après, car nous avons retenu des leçons et réfléchi à beaucoup de propositions pour qu'on puisse se préparer à malheureusement peut-être d'autres événements comme celui-ci. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'un seul dans toute une vie. Et c'est fondamental de bien le conserver à l'esprit et de se préparer. Parce que quand on n'est pas assez préparé, que les choses tombent très rapidement, et c'est souvent le cas, on ne peut pas le prévoir à l'avance, bah, il faut être là, il faut être présent. Et D'ailleurs, justement, Michel, les avocats, quand on leur donne conseil, comme vous le faites depuis longtemps, vous n'avez pas dû chômer non plus, j'imagine, pendant cette période? Bonjour à tous d'abord, et merci à l'équipe sympathique de Doctrine d'avoir organisé ce webinaire. D'ailleurs, l'organisation du webinaire est intéressante parce qu'elle vient un petit peu. Il y a eu beaucoup de webinaires, soyons clairs, pendant la période
de crise intense. Et puis, on semble petit à petit revenir à, entre guillemets, la normale. Et c'est bien que ce webinaire soit à ce moment précis, parce qu'on peut prendre un peu de recul et voir comment on va le faire, les incidences un petit peu conjoncturelles, mais également peut-être structurelles concernant la profession. Alors pour ma part, moi je me suis découvert quelque chose d'extraordinaire, avec une capacité et de rester de manière sédentaire, travailler sur des sujets de fond, alors que mon métier, c'est avant tout un métier de contact et de présence auprès des clients. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous, dans notre activité, avec les gens qui m'entourent, nous animons de plus en plus des réseaux de cabinets d'avocats, des réseaux plus ou moins intégrés, plus ou moins constitués. Et la période présente a permis un rapprochement des membres de ces réseaux qui, du coup, se donnaient des rendez-vous encore plus réguliers grâce aux outils de visioconférence et aux échanges et à la formation. Et on a vu se créer véritablement des rapprochements, des échanges sur les expériences des uns et des autres. Ça permettait aux uns et aux autres de se conforter ou de se réconforter dans cette période-là et peut-être de le vivre de manière moins tragique ou moins isolée. Et grâce aux techniques que nous utilisons encore aujourd'hui, eh bien, on a pu constater que bien loin d'éloigner les uns et les autres, au contraire, ça a permis de les rapprocher. On pourra en rediscuter, mais ça, pour moi, c'est une véritable révélation. Ah ouais, justement, et c'est un peu le paradoxe, puisque du coup, tous les acteurs ont eu l'occasion de peut-être de prendre le temps de se rapprocher et d'échanger. Et dans le même temps, il y a certaines institutions qui ont été mises à rude épreuve. Évidemment, la justice, dont il y a eu beaucoup de tribunes ou d'articles éditoriaux sur son fonctionnement. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir un petit peu les impacts de cette période-là sur les institutions et notamment, je rebondis sur ce que vous disiez, Emmanuel, sur du coup concrètement, le CNB a été hyper mobilisé et quel était le fond de votre travail? Alors, on a compris que le CNB a continué de travailler, mais du coup, comment est-ce qu'il défendait l'avocat et son rôle dans la société? Bah, d'abord, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. On a eu énormément de choses en même temps. Je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement 50 ordonnances en moins de 3 mois. Et pas n'importe quel texte, puisqu'on a eu des ordonnances d'application de la loi d'état d'urgence sanitaire qui ont profondément modifié le fonctionnement de la justice. Pareil en matière sociale, pareil en matière économique. Et on a dû être là non seulement pour la profession, mais aussi pour le justiciable. Les textes étaient examinés et on avait bien conscience que nous étions dans une période exceptionnelle et que donc on ne pouvait pas travailler avec le même état d'esprit que sur des textes lorsque nous sommes en période normale, c'est-à-dire nos textes de droit commun applicables dans une période où tout est censé fonctionner. Ah, on a perdu Emmanuel Raskin. Alors, le temps qu'il revienne sur scène, a priori, il n'a pas été déconnecté. Voilà, il revient. On parlait de la joie du fonctionnement. Vive le numérique. Et donc, exactement. Je disais que notre rôle a été d'abord de veiller à ce que ces textes dont on avait conscience qu'ils étaient des textes d'exception, parce que nous sommes dans une période exceptionnelle, ne deviennent pas le futur droit commun. Ça, c'est une première chose. On a obtenu des garanties. Il y a eu d'ailleurs des recours qui ont été formés par le Conseil national des barreaux et certains syndicats, dont la CE, et pour lequel je suis vice-président. Et nous nous sommes associés à ces recours parce que nous avons estimé parfois que certains textes allaient trop loin ou que nous n'étions pas rassurés, nous, avocats, pour le justiciable, sur le fait que ces textes ne pérennisent pas une situation qui devait rester celle de l'exception. Donc, on a eu beaucoup de travaux, puis on a eu aussi beaucoup d'inquiétudes pour la profession, notamment pour notre personnel. Nous avons des avocats collaborateurs libéraux, mais nous avons aussi des salariés.
Je dois avouer, et on a été plusieurs à être confrontés à ces difficultés, que lorsque certaines personnes de nos cabinets n'avaient plus assez de travail, nous avons pris la voie du chômage partiel. Et nous pensions au départ qu'elle nous était ouverte et ça a été extrêmement difficile les 15 premiers jours pour obtenir la validation de ces dossiers. Pour notre part, il a fallu qu'on attende un petit peu pour que le gouvernement intervienne et fasse en sorte que ces dossiers finissent par être acceptés, ce qui a été le cas, mais ça a été très difficile et anxiogène au départ. Et puis, il y a eu aussi pour les collaborateurs libéraux le fait que ils ne bénéficient pas du chômage, ce sont des libéraux. Donc, ils assument tous les risques en fait de l'avocat entrepreneur, libéral, autonome, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et les seuls outils qu'on a eus étaient pour les collaborateurs, les collaboratrices qui avaient des difficultés avec leurs jeunes enfants, de pouvoir bénéficier des indemnités de garde d'enfance qui n'a pas été garantie au départ, parce que lorsqu'on avait lu le communiqué gouvernemental du 23 mars, nous nous sommes rendus compte que si les travailleurs indépendants en bénéficiaient, on était exclus des professions libérales. Donc, nous sommes intervenus, le CNB monte au créneau avec la CE, et nous avons pu obtenir, et je remercie des pouvoirs publics, le fait que, enfin, ça s'ouvre aussi aux professions libérales qui ont été totalement impactées par cette crise économiquement, parce que c'est une profession, notre profession d'avocat agit sans filet. Et je fais le lien parce que finalement, Madame la députée, vous étiez un peu en amont à la commission des lois, où les textes à la fois se sont préparés et dans le même temps, même si le gouvernement agit par ordonnance, il y a nécessairement un contrôle de la part du Parlement. Comment est-ce que le travail de la commission des lois a pu se mener dans les conditions qu'on connaît? Emmanuel Raskin l'a très bien dit, nous étions dans une période exceptionnelle. Et c'est vrai que les conditions de travail n'étaient pas optimales. Il fallait aller vite, il fallait pouvoir légiférer rapidement pour répondre à un certain nombre de besoins. Le premier étant la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Ça ne nous réjouissait pas évidemment, mais il fallait le faire. Nous avons été mobilisés très vite aussi sur la question de la situation des avocats. Moi, je suis engagée depuis le début de l'année dans un échange et dans une concertation avec la profession sur son avenir, sur sa situation, sur les difficultés qu'elle rencontre. Et évidemment, avec la crise, tout cela s'est davantage renforcé. Il y a une étude du CNB, je crois, il y a quelques semaines, qui indique que 30% des avocats aujourd'hui décideraient à l'avenir de s'orienter vers une autre profession, en tout cas de faire autre chose. C'est très grave. Et nous savions qu'avec la crise, les difficultés allaient s'accentuer. Et donc, nous sommes un certain nombre à avoir demandé justement à l'exécutif et au gouvernement de prendre en compte la particularité des professions libérales et d'ouvrir un certain nombre de dispositifs, dont le Fonds de solidarité, à la profession. Nous avons aussi été très engagés sur une question qui est celle de l'avenir, mais en réalité qui se pose déjà aujourd'hui, c'est celle de la gestion des stocks des affaires. Nous savons qu'il y a un engorgement à la sortie. La grève des avocats de janvier et ensuite la crise épidémique fait que la justice est encore plus au ralenti et qu'à l'arrivée, les dossiers vont se cumuler sur les bureaux des magistrats et que les délais vont encore se multiplier. Ça a été un autre point très important sur lequel la Commission a beaucoup travaillé. Nous avons mené un certain nombre d'auditions sur le sujet et fait des propositions, là encore, à la chancellerie. Je pense que c'est vraiment un point fondamental. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans le même état d'esprit. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais nous sommes très alertes sur cette situation. Vous savez que je fais partie de la commission présidée par Dominique Perben, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment le fil rouge. Ça a été notre fil rouge tout au long de nos travaux, encore une fois dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures, mais c'était notre rôle d'intervenir et d'intervenir vite. Pour éviter effectivement que les impératifs de santé publique ne soient pas remplis. La profession d'avocat, effectivement, a été victime corollaire de l'arrêt. Alors, il y a tout un débat sur est-ce que c'était arrêté ou pas, mais tout du moins la réduction d'activité des juridictions. Michel Herrère, est-ce que finalement, quels ont été les besoins de vos clients ou des avocats pendant cette période-là? Alors, si je peux me permettre, moi, je vais faire juste une petite analyse, parce que là, on parle beaucoup d'une conjoncture exceptionnelle, celle de la pandémie, mais pour notre part, nous, en tant qu'observatoire de la profession
très proche depuis des années. Moi, ça fait je vais me vieillir d'un seul coup, vous allez voir. Depuis 84 que j'œuvre de manière diverse et variée pour la profession, que ce soit au niveau des technologies ou autres. La crise que l'on connaît chez les avocats aujourd'hui, elle n'est pas liée uniquement à la pandémie. Cette crise, elle était annoncée depuis un certain temps, et nous on le voyait à travers quelque chose qui est pour nous très important. C'est un, la structure d'exercice, deux, les finances des cabinets d'avocats et l'état financier des cabinets d'avocats, et trois, l'état de la technologie dans les cabinets d'avocats. Je vais pas être très long, mais je vais juste vous donner quelques éléments d'appréciation. Un, beaucoup de cabinets, vous savez qu'il y a 16 façons de pratiquer le métier d'avocat et de se regrouper dans le métier d'avocat. 16. Je parle de la harpie, je parle de l'association, de la SCM, de tout ce que vous voulez. Or, ce qui aujourd'hui fait qu'une entreprise va pouvoir passer à travers les vagues et les gouttes et tout ce que vous voulez, c'est sa structuration en tant qu'entreprise. C'est-à-dire la capacité qu'elle a de lever de la dette, la capacité qu'elle a d'avoir des fonds propres, des réserves, bref, d'être une véritable entreprise. Or, trop de cabinets et trop d'avocats se sont comportés encore en structuration indépendante et libérale, et souvent solitaire. Et donc, vous voyez bien que déjà, c'était pas la joie avant le Covid, parce qu'il y avait des éléments avant-coureurs, hein, et en particulier des problèmes de charge, de rentabilité, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais avec la crise, ça s'est accéléré. Et donc, ceux qui n'ont pas pu se mettre à l'abri ou avoir un matelas pour passer le cap ou avoir recours au PGE, parce que le PGE, il n'était pas attribué à tout le monde. Le PGE, il fallait avoir une structure, il fallait avoir des résultats. Il fallait avoir un bilan 2019 qui sorte un résultat. Sinon, on ne pouvait pas prétendre au PGE. Donc, pour toutes ces raisons, on a eu une profession qui était déjà, au moment du démarrage de la pandémie, fragilisée. Et ça explique beaucoup de choses sur la difficulté actuelle des cabinets, parce qu'elle était annoncée, cette difficulté. Ça aurait pu être autre chose que la pandémie, ça aurait pu être la crise de 2008 et financière, ça aurait pu être plein de choses. Et on a affaire à une profession qui, structurellement, est fragilisée par son manque d'organisation entrepreneuriale. Au niveau technologique, c'est pareil. Lorsque j'interviens, par exemple, dans des formations continues, je fais toujours un petit sondage. Et le sondage que je fais, c'est qui possède ou qui utilise un outil métier pour gérer son cabinet ou pour gérer ses affaires. C'est pas des super legal tech, hein, je parle pas de ça. Je parle juste d'un outil qui permet de gérer ses dossiers et de facturer. Systématiquement, il y a plus de 50% des personnes qui lèvent le doigt en disant nous n'avons pas d'outil métier. On fait un petit peu de facturation sur Word. Dans le meilleur des cas, c'est un petit tableau Excel qui va nous permettre de suivre tout ça, etc. Et ça, on parle aujourd'hui de Legal Tech évolué, de doctrine avec des outils très performants de recherche et autres. Mais faut se poser la question de savoir quel est le niveau d'équipement des cabinets avec des choses très basiques. Et là aussi, pourtant, ces outils sont aujourd'hui très peu onéreux. Hein. C'est quelques euros par mois pour l'ANAFA, par exemple. L'ANAFA a mis au point un outil qui permet de gérer ses temps, de facturer, de comptabiliser, qui est d'un prix très modique. Et ben malgré cela, il y a une réticence culturelle du métier à aller vers la modernité et l'équipement. Voilà. Et ça explique quand même beaucoup de choses de la situation actuelle. Il y a une forme quand même pour faire l'avocat de la profession. Hein. Il y a une sorte de choc qui fait que aujourd'hui, comme l'étude IFOP l'a montré, les avocats en prennent conscience beaucoup plus largement. Et on espère que cette période sur laquelle on est beaucoup intervenu, on va essayer maintenant de peut-être d'envisager plus l'avenir. Maintenant que la profession s'est un peu réveillée, a pris conscience des enjeux, de ses fragilités peut-être aussi. Comment, par exemple, à la commission Perben, Madame Mouchou, vous envisagez, compte tenu évidemment de ce qui s'est passé ces dernières semaines, est-ce que ça a changé un petit peu déjà vos travaux sur l'orientation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Cette période a même conforté, je dirais, les travaux de la commission.
D'abord, je dois vous dire que c'est une commission qui me tient particulièrement à cœur. À la suite des travaux que nous avons menés, des travaux parlementaires sur le projet de loi de programmation de la justice, après les débats que nous avons eus sur la réforme des retraites, j'ai vu monter la colère de la profession, j'ai vu la souffrance d'ailleurs d'une partie des avocats et j'ai vu aussi la détérioration du lien que nous entretenons avec la profession, globalement entre la profession et les pouvoirs publics. Il m'a semblé qu'il était urgent d'intervenir et j'ai sollicité, je suis à l'initiative de cette commission qui a vu le jour, j'ai pensé qu'il était fondamental que nous puissions nous réunir à nouveau. Alors, je veux le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'un énième comité Théodule sur le sujet. Il y a eu déjà des rapports sur l'avenir de la profession d'avocat. Ils sont très intéressants, ils sont très riches. Mais j'ai pensé à une organisation, à un groupe qui puisse d'abord se réunir dans des délais resserrés, parce que les constats sur la profession et ses difficultés, nous les connaissons, et qui, après avoir entendu l'ensemble des représentants du monde des avocats, puisse formuler des propositions très opérationnelles. Ce qui nous importe, c'est qu'on puisse avancer et avancer rapidement. Alors, il y a des sujets qui sont sur la table aujourd'hui, l'aide juridictionnelle, qui est un point très important, nous le savons, qui est un point de crispation aussi. J'ai été l'auteur d'un rapport parlementaire sur le sujet de l'année dernière, où je demande que la question notamment de la rétribution des avocats puisse être posée régulièrement. Et je ferai des propositions dans le cadre de la commission Perben pour réévaluer l'aide juridictionnelle. Il y a la question de la TVA, il y a la question des passerelles. Quand on est avocat, est-ce qu'on peut devenir plus facilement autre chose? Il y a des professions, notamment dans la magistrature, qui intéressent un certain nombre de nos confrères. Il y a, on en a parlé récemment à l'occasion d'auditions avec les syndicats, la question, par exemple, de l'assurance chômage, on va l'appeler comme ça, de l'assurance perte de collaboration. Est-ce qu'on peut avancer ou pas sur ces sujets? Voilà. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir très rapidement, dans un premier temps, et de manière très opérationnelle dans un deuxième temps, faire évoluer un certain nombre de curseurs. Il n'y a pas de nouveauté dans ce que nous proposerons. En revanche, il y aura de vraies avancées. Les auditions se passent très bien. Nous avons reçu le Conseil national des barreaux, nous avons reçu le bâtonnier de Paris, la conférence des bâtonniers, un certain nombre de syndicats, et j'en passe. Et sans rien révéler de ce que nous proposerons, je veux dire que je voudrais remercier d'abord l'ensemble des acteurs du monde des avocats d'avoir répondu présent dans les conditions que nous connaissons. Puis je voudrais encore leur assurer notre soutien, vraiment, le soutien du gouvernement, le soutien des parlementaires dans la suite qui sera donnée à cette crise. Voilà, pour moi, c'est très positif et j'espère pouvoir compter sur un certain nombre d'entre vous pour la suite. D'ailleurs, si je peux passer ce message, si je peux me permettre. Et Emmanuel Raskin, c'est une perche que Madame la députée vous tend. Et justement, vous, le CNB a été extrêmement moteur en termes de propositions. Christiane Ferrachou a notamment appelé à un Vendôme de la justice en parallèle avec le Ségur de la santé. Pour envisager peut-être au-delà de la profession d'avocat le système dans son ensemble, quelles sont un peu vos propositions? Est-ce qu'il va y avoir du changement? En tout cas, on le sent. Indéniablement. Indéniablement, il y aura du changement et je saisis avec grand bonheur la perche que Madame la députée nous tend pour la profession. Ça fait du bien et ça fait chaud au cœur de savoir qu'on va reprendre un dialogue, et je l'espère normal et surtout constructif. Les temps ont été un peu difficiles avant la période du Covid. On ne s'attendait pas à ce que ce fléau tombe en plus de ce qui se passait avant, mais c'est vrai que les relations étaient assez difficiles compte tenu d'une inflation de textes, de changements majeurs, notamment dans le monde judiciaire. Je pense à la réforme de la justice et au décret d'application. Ça n'a pas été simple. Il a fallu en 3 semaines digérer une refonte quasiment totale de la procédure civile, avec les problèmes que ça a suscité en termes d'interprétation, d'efficacité. Et il n'y a pas que les avocats qui se les sont posés, ces problématiques. Il y a eu surtout les juges. Les juges, les avocats et le monde judiciaire. Et nous travaillons ensemble. Le but, c'est d'avancer, c'est de ne pas rester dans la critique et de construire. Et je salue la commission Perben. Nous avons été ACE auditionnés il y a une dizaine de jours. Pour la profession, nous émettons des propositions. Et je rejoins ce que disait Michel Lerrer tout à l'heure. Si on n'a pas conscience qu'il faut absolument une dimension entrepreneuriale, on n'aura rien compris et on n'avancera pas. Pourquoi ?
Le syndicat, par exemple, de la CE est souvent pris comme le syndicat du monde des affaires, etc. Mais pas du tout. C'est le syndicat qui prône la dimension entrepreneuriale partout. Un avocat collaborateur libéral est son propre entrepreneur. Et s'il n'est pas formé à la dimension entrepreneuriale de gestion, de communication, de facturation, d'utilisation des outils et d'adaptation, il ne pourra pas exercer correctement sa profession. Dire que on n'est pas structuré quand on n'est pas en structure d'exercice sous forme de société, je ne partage pas cette opinion. N'oublions pas la grande majeure partie des avocats qui exercent en individuel, et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse communiquer, qu'on puisse œuvrer et construire dans cette dimension. C'est pas parce que nous sommes avocats que nous n'avons pas d'entreprise. Nous fonctionnons, nous avons des comptes, des bilans, nous devons avoir une stratégie aussi de marketing, une stratégie de communication, au-delà de l'activité que nous exerçons, qui est celle du conseil et de la représentation en justice. Et tout ceci, ce sont des choses dont on doit avoir conscience avec le numérique aussi, et le numérique, afin de ne pas en être prisonnier, car ça c'est extrêmement important, car on le voit bien, si le numérique ne fonctionne pas, dans une période comme celle du Covid, mais d'ailleurs même le reste du temps, on ne fonctionne pas, il n'y a pas d'activité. Comment s'organiser? Est-ce que c'est intéressant de conserver un seul serveur avec des sauvegardes la journée ou de sortir par le cloud pour ne pas être prisonnier d'une panne d'ordinateur ou autre? Ce sont des problèmes concrets qui se posent et que la profession doit avoir comme réflexe dans la pensée et sa façon d'agir. Et tous les partenaires sont présents. Nous tendons la main aussi au gouvernement pour travailler avec eux et que nous soyons tous une force de construction au nom de la justice, pour le justiciable, pour la profession et puis aussi tout simplement pour notre économie. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. La crise a mis en exergue et peut-être accentué certains problèmes, mais ces problèmes existaient. Vous avez bien fait de le remarquer. Et il est temps de construire et d'avancer. Alors, on avance parfois en cassant certains œufs, c'est normal. On peut pas tout faire correctement du premier coup. Mais le tout, c'est d'en avoir conscience et ensuite de le faire intelligemment avec technicité et compétence. Et là, je pense qu'au-delà de tout clivage politique ou autre, nous devons rester tous unis, tous les partenaires du droit, de la justice, pour que nous avancions. J'étais un peu déçu de ne pas entendre, c'est vrai, alors là, c'est pas du tout politique, mais que la justice ne soit pas une priorité dans les discours que nous avons entendus en ouverture des confinements ou autres, parce que je suis très attaché à la justice. C'est l'un de nos piliers fondamentaux dans une république et dans une démocratie. Je dis pas que c'est négligé, mais ça ferait du bien de l'entendre de temps en temps par nos pouvoirs publics, et je trouve qu'on ne l'entend pas assez. La justice n'est pas derrière l'économie, c'est un moteur comme le reste, et s'il n'y a pas de justice, nous n'avancerons pas. Et je ne parle pas que pour les avocats, je parle pour tout le monde économique, pour tout le monde sociétal. C'est quelque chose d'humain, c'est ce qui est notre cœur, c'est ce qui régit notre société, et c'est ce qui est une base philosophique ancestrale. Nous devons être unis, et donc en tout cas, pour la profession, que ce soit pour le CNB, mais aussi pour nos syndicats, les avocats resteront toujours les bras ouverts pour qu'on avance et qu'on construise. Le message est passé. Il y a une question dans le chat d'André Icard que je vous pose, Emmanuel, puisque du coup, il nous pose la question sur avocat.fr, qui est la plateforme du coup du CNB, qui a beaucoup été utilisée. Il y a même eu une opération pour donner des conseils gratuits aux entrepreneurs sur les questions du Covid via avocat.fr. Et on pose la question d'y adjoindre une possibilité de visio consultation. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles le CNB doit être capable de proposer aussi ses propres outils à la profession? Bien évidemment, et c'est ce qu'il fait. Il a une commission numérique extrêmement active. Elle l'a démontré par tout le travail qui est nécessaire et qui est encore en cours pour s'adapter aux nouvelles réformes judiciaires et à ce qu'on puisse avancer dans l'intérêt du justiciable sur à la fois le conseil, mais également sur tout ce qui va être numérique sur le plan de la justice, des échanges. Ça n'est pas simple, mais nous travaillons régulièrement avec la chancellerie sur ce point. C'est technique, mais le CNB est extrêmement mobilisé depuis plusieurs années sur ce sujet et on a des progrès qui sont en adéquation avec les attentes. Alors, il y a toujours un décalage, mais je peux vous dire que c'est extrêmement actif et que le numérique est une préoccupation majeure.
Il y aura d'ailleurs, je crois, sans dévoiler, le Ibaro V2 qui va être Oui. dévoilé dans quelques temps. J'aimerais justement attarder sur les outils, puisque pas de transformation numérique sans outils numériques. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations dans le secteur, de nouveautés. Je pense, bon, par exemple, à Doctrine, on a pas mal bossé pour sortir pendant le confinement le Document Analyzer, qui permet aux avocats de scanner des documents, des jeux de conclusion pour identifier les sources qui sont citées et pour pouvoir très rapidement travailler sur tiens, est-ce qu'il y a une nouvelle décision en sens contraire. On pensait que c'était important pour les avocats, puisque les audiences vont, on espère, reprendre de tous côtés, de pouvoir gagner du temps très concrètement sur leur mode de travail. Michel Lerrer, est-ce que ces outils-là, justement, ils vont finir par modifier le business model des cabinets, des avocats? C'est déjà le cas, hein. C'est déjà dans différents domaines, et en particulier dans tout ce qui est, entre guillemets, chaîne de production ou industrialisation. Ça revient à un de mes dadas, hein, qui est de toujours mettre en exergue ou en regard la technologie par rapport aux avantages et en particulier à la rentabilisation de l'activité des cabinets d'avocats. Et sans ces outils-là, il n'y a pas d'avenir possible dans un certain nombre de domaines, parce que on a une réalité d'un côté économique, on a une tension quand même sur le marché. Je ne parle pas de cette période qui est pour moi pas une parenthèse, mais quelque chose d'exceptionnel. Mais on a depuis longtemps un marché qui est un marché très concurrentiel, pas uniquement entre avocats, hein, avec d'autres professions. On a on va dire une posture et des clients qui a complètement changé en quelques années, où on a vraiment un marché qui est devenu un marché d'offreurs et non plus de demande. Et donc, la posture des avocats, c'est de pouvoir aller vers les attentes des clients et du marché en étant le plus proche possible de ce que demandent les clients. L'exemple type, c'est la demande maintenant quasi systématique des clients de bénéficier d'un forfait. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler convenablement en tant qu'avocat si on n'a pas la capacité ou la possibilité d'analyser son activité, de mettre en place des process qui vont permettre de connaître le coût de revient de son activité par rapport au prix de vente. Et si on n'a pas ces outils-là, on va être dans le stress absolu parce qu'on va se dire en permanence, je ne vais pas pouvoir accepter un forfait parce que je vais y perdre de l'argent. Enfin, je parle de manière très, très précise et on a beaucoup de retours de la part de nos clients sur ces questions très précises. Comment est-ce que je me positionne? Quelle est mon offre? Et comment je fais en sorte de rester rentable pour ne serait-ce que me rémunérer convenablement? Et je ne dis pas devenir très riche, hein, je dis vivre de mon métier. Et on en est à ce point aujourd'hui que beaucoup se posent la question de savoir, dans les différents domaines, quels vont être les apports des outils que vous développez, des outils de production, des outils de recherche, etc., pour optimiser le coût de production dans les cabinets. Et on a deux questions qui reviennent beaucoup de Catherine Kersual, d'Hugo Ruggieri aussi, sur la formation, puisque du coup, il y a à la fois sur le volet des outils et sur les aspects un peu de gestion. Est-ce que, je sais pas, peut-être Naïma Moutou, vous qui êtes passé par le FB, du coup, j'imagine, à une époque, est-ce que du coup, la formation de l'avocat, c'est quelque chose que vous regardez dans le cadre de la commission euh, pour, euh, pour justement inclure ce volet entrepreneurial et sur les outils, même si je crois que récemment, le FB a fait quelques innovations avec un lab où les élèves travaillent. Donc, mais est-ce que dans la commission Perben, c'est quelque chose que vous regardez? Bien sûr, c'est un des sujets. La formation de l'avocat tout au long de sa vie d'avocat. Évidemment, la formation au départ, quand on est jeune avocat, pour maîtriser un certain nombre d'outils, et puis tout au long de la vie pour actualiser ces outils. La formation entrepreneuriale est un point central, et je crois que là aussi, je ne peux rien dire aujourd'hui parce que d'abord la mission n'a pas encore abouti et nous sommes au stade des réflexions, mais c'est là encore un point majeur si nous voulons faire en sorte que les avocats, comme le monde de la justice en général, entrent dans le 21e siècle. Il faut se saisir de ces questions entrepreneuriales.
Ça a été dit. L'avocat, ça n'est pas simplement celui qui est en audience ou qui est derrière son bureau, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur et pour qu'il ait toutes les clés de la réussite en main, il faut qu'il maîtrise les outils qui sont autour de lui. Et ça n'est pas quelque chose d'inné. La communication pour un avocat, le marketing pour un avocat, tout ça aujourd'hui doit être initié, doit être étudié. Et j'insisterai pour que la mission, évidemment, fasse aussi des propositions qui seront des propositions parce que c'est la profession elle-même qui doit se saisir de ces sujets. Évidemment, nous serons là pour travailler main dans la main, pour mettre en place des dispositifs, bien sûr, mais c'est d'abord aux avocats de se saisir de ces sujets-là. C'est un point de vue que vous partagez, Emmanuel Raskin, à sur 300%. À 300%. Le centre de formation pour les avocats n'est plus un rappel de l'université. La théorie a été acquise, on a la liberté d'y rester davantage si on le souhaite, mais lorsqu'on veut se former pour exercer le métier d'avocat, ce n'est plus une redite universitaire du droit civil et toutes les autres disciplines du droit. Il faut accentuer la formation des avocats à la base, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Comment gérer? Comment rédiger une convention d'honoraires? Être capable de calculer un point mort dans une structure, car c'est une entreprise, une société ou une exploitation individuelle. Être capable de savoir à partir de quand on peut estimer que on sera au-dessus de son point mort et donc peut-être pouvoir générer des bénéfices ou investir davantage, mieux payer ses salariés, ses collaborateurs, c'est fondamental. Ça doit être au cœur de la formation initiale, mais également, parce que ça fait du bien aussi de poursuivre, de la formation continue. Donc, nous, à la CE, c'est quelque chose que nous avons évidemment mis sur la table devant la commission Perben qui a été sensible, parce que c'est ce que nous demandons depuis de longues années. Et il faut revoir la dimension de la formation à quelque chose de concret. Rien n'empêche les étudiants de poursuivre par ailleurs un cursus universitaire s'ils veulent approfondir tel ou tel domaine, s'ils veulent rester dans la théorie. Mais à mon sens, à notre sens, ce n'est pas l'objet d'un centre de formation professionnelle. Qui dit formation professionnelle dit adaptation à tout ce qu'un entrepreneur doit être capable de faire. Il en va de sa responsabilité en tant que chef d'entreprise et de mandataire social. Et du coup, Michel, on en revient un peu sur ce changement de regard des avocats. Finalement, ça y est, maintenant, c'est bon, les avocats vont tous s'emparer de ces technologies? Il faut le souhaiter, l'espérer. Mais moi, je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel. C'est pas un but en soi, hein, technologie pour technologie. On peut être innovant en tant qu'avocat sans forcément utiliser de la technologie. Désolé, doctrine, de vous dire ça, cher Philippe. Mais c'est vrai que d'essayer de réfléchir à un autre positionnement, d'essayer de réfléchir à peut-être aller plus vers de l'interprofessionnalité. Ça ne veut pas dire se regrouper et s'associer avec des experts comptables. L'interprofessionnalité, ça veut dire de développer des offres conjointement avec d'autres métiers qui peuvent permettre à l'avocat de paraître être quelqu'un qui est plus impliqué dans l'économie au sens plus large, de réfléchir avec d'autres professions. J'ai quelques exemples en tête, mais ça serait trop long, mais de réfléchir à comment apporter finalement ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est quel est le bénéfice de mon client. Qu'est-ce qu'attend mon client de mon accompagnement, de ma prestation? Est-ce que c'est plus aujourd'hui clairement des longues pages de mémoire et de consultation? C'est plutôt un avis, un accompagnement, un engagement de la part de l'avocat et qui plus est, avec peut-être d'autres professionnels pour réfléchir. Moi, j'aime bien à l'ERAGE, qui est une école que j'aime bien à Strasbourg, ils ont mis en place des partenariats qui font que pendant le cursus de l'élève avocat, il y a un binôme qui se crée entre un avocat élève et un élève ingénieur, par exemple. Et tout au long de leurs études, ils travaillent ensemble sur des projets qui vont au-delà de la simple analyse juridique et qui permettent de déjà commencer à travailler dans de l'interprofessionnalité. Donc, moi, je pense que la technologie, mais également l'innovation, sont les armes du futur pour l'avocat de demain. Il y a beaucoup de questions du coup sur ces outils, sur la manière aussi une question de François Current sur la manière de s'équiper, sur lequel finalement il y a peut-être une complexité, semble-t-il, dans sa question, c'est de savoir
finalement, comment est-ce qu'on arrive à s'équiper, à mutualiser, à financer ces outils? Peut-être la question d'ailleurs la plus importante dans cette question, c'est le financement des cabinets d'avocats, qui est une question centrale, hein. C'est une question centrale. Sans aller jusqu'au débat qui fait qu'on veut ouvrir le capital des cabinets d'avocats, ça c'est un vieux débat et qui a d'ailleurs pas forcément apporté des preuves tangibles. Mais en effet, le financement, c'est au cœur du problème. Je l'ai dit tout à l'heure pour la période Covid et post-Covid, mais c'est un problème de fond, c'est savoir comment mobiliser des financements et pas que travailler au coup par coup en fonds propres, par exemple, ou en trésorerie. L'idée quand même, je ne sais pas combien d'avocats ou de cabinets d'avocats réfléchissent en fin d'année au budget des 3 prochaines années et aux investissements nécessaires. Et aujourd'hui, il est important pour les professionnels de réfléchir sur leurs investissements et comment les financer. Pour en discuter avec quelques organismes de financement, dont par exemple Interfimo, qui est spécialisé sur les financements de profession libérale, aujourd'hui, on peut aller voir un financier avec un business plan ou un prévisionnel pour lui demander, par exemple, d'intégrer une nouvelle discipline dans le cabinet. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et de nouveau. Jusqu'à présent, lorsque des associés se réunissaient au sein d'un cabinet, le critère essentiel pour recruter un nouvel associé, c'était de dire combien fait-il de chiffre d'affaires. On ne regardait pas tellement son domaine de pratique, on regardait surtout le chiffre apporté. Aujourd'hui, le bon comportement me paraît être celui de dire, ben, écoutez, on a une pratique innovante qui va être le futur de la profession dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est pas une pratique que j'appellerais bankable, qui apporte un chiffre d'affaires important. Est-ce que moi, associé d'un cabinet d'avocat, je vais prendre le risque de l'entrepreneur d'ailleurs, hein, de faire venir cette nouvelle activité, même si je sais que pendant 1 an ou plus, je vais devoir financer le besoin en fonds de roulement de cette activité auprès d'un banquier ou d'un financier. Et ça, aujourd'hui, c'est une question que l'avocat en tant qu'entrepreneur doit absolument se poser. C'est comment faire venir des nouvelles pratiques, des pratiques qui vont être dans l'avenir des pratiques indispensables, mais qui aujourd'hui ne rapportent pas assez. Donc c'est ce que j'appelle moi l'investissement au sens large. Et finalement, pas d'investissement sans revenu. Le rebond, Emmanuel Raskin, comment est-ce que vous le sentez un petit peu? On en parle beaucoup. Il y a une question d'Arthur Blondel sur le comment vous rebondir les cabinets. On parle, alors c'est en V, en W, en L, en swoosh. Comment elle va être la reprise des cabinets? Bon, alors, je peux pas me prononcer parce que ce serait bien prétentieux de ma part de dire que dans tant de mois, les choses iront dans tel ou tel sens. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous devons tout faire pour qu'elles aillent vers le meilleur sens possible. Ça va être difficile. Je pense que l'impact, nous sommes encore dedans dans la crise. L'impact, est-ce qu'il est calculé, voire calculable? On ne sait pas et je pense qu'on le verra l'an prochain et que là, il va falloir être extrêmement soudé et unis. Donc avoir une réponse claire sur ce que la profession va devenir et comment les cabinets vont s'en sortir demain, je suis incapable de répondre. En revanche, ce que je suis capable de dire, c'est voilà, il faut que l'on travaille, qu'on reste dans cette dimension entrepreneuriale, qu'on avance, qu'on soit capable de choisir les bons investissements. Vous parliez de rebond, ça tombe bien. Je voulais dire un mot sur les fameux prêts rebonds. En pratique, ces prêts ne sont accordés quasi exclusivement qu'aux structures qui fonctionnent sous forme de société. Pourquoi les cabinets individuels qui sont une majorité dans l'exercice n'en bénéficient-ils pas? Là, il y a un problème. Il y a un problème pratique. Je sensibilise là les pouvoirs publics sur cette question. Il n'y a pas de texte de prix. La profession se pose la question notamment de savoir s'il ne pourrait pas être envisagé ce qu'on appelle les recours mesures utiles pour que nos confrères qui ont des comptes d'exploitation, qu'ils soient en individuel ou en forme de société, puissent bénéficier de ces dispositions qui, en l'état, ne bénéficient en pratique qu'aux structures qui sont exploitées sous forme de société. Les collaborateurs qui travaillent en libéral, je ne parle pas des salariés, ne peuvent pas en bénéficier. Et pourtant, leur principal client, c'est le cabinet qui les a embauchés, entre guillemets,
et qui est une structure d'exercice. Et lorsqu'ils seront remerciés parce que le cabinet n'aurait plus assez de moyens, ce sont quand même eux qui financent au travers de leurs impôts les fonds qui permettent de dispenser ces prêts rebonds qu'aux structures qui elles-mêmes en bénéficient. Donc il y a un travail à faire. Qui parle de rebond parle aussi d'égalité, et pas d'égalitarisme, mais d'égalité, d'une dimension, d'une concertation et d'un travail économique et technique qui nous permettra à tous de nous en sortir. Il y a la formation, il y a cette dimension européenne, ces financements, ces stratégies économiques, et aussi cette liberté. Il faut la conserver à l'esprit. Certains confrères préfèrent rester en individuel, et c'est leur droit. C'est aussi peut-être ce corollaire ancestral de l'indépendance de l'avocat. Mais il ne faut pas le stigmatiser parce qu'ils n'en sont pas pour autant moins modernes. Ils peuvent s'adapter, mais il faut que nous ayons un bénéfice des outils que l'État a pu donner ou des aides qui ont pu être mises en place pour que tous puissent en bénéficier. Une question d'Antoinette Guiffard sur l'engorgement des tribunaux. Vous l'avez un petit peu évoqué, Madame la députée. Finalement, il y a des reports d'audience 2021, 2022. J'ai même cru voir sur Twitter 2023, même si ça paraît un peu surprenant. Au-delà de l'engorgement, entre l'état de droit et la confiance nécessaire des citoyens dans leur justice, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre un petit peu cette équation, hein? Il va falloir des actions rapides et des actions très concrètes. On ne peut pas rester dans le discours. Parce que ce que vous évoquez là, ce sont effectivement des reports à 1 an, à 2 ans, peut-être à 3 ans. Et pour un justiciable, c'est ce qu'il y a de plus terrible. La justice ne peut pas fonctionner comme ça. Le service public de la justice, c'est l'ultime recours. Et c'est ce que je dis souvent. Si l'ultime recours ne fonctionne pas, c'est toute la société qui s'effondre. Donc, j'ai très rapidement interpellé la chancellerie, Madame la garde des Sceaux sur ce sujet, en pointant du doigt, évidemment, à venir. Alors, il y aura des vacataires dès cet été auprès des juridictions pour essayer de faire accélérer un certain nombre de dossiers. C'est un premier dispositif, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut revoir l'organisation, il faut des moyens supplémentaires, encore une fois, mais ça n'est pas un sujet nouveau. Le problème de la lenteur de la justice, moi je l'ai connu quand j'étais avocate il y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, je suis députée depuis 3 ans, j'ai été avocate avant cela pendant 9 ans, donc je l'ai connu déjà à l'époque. Le problème s'aggrave aujourd'hui. Donc il faut des moyens, encore une fois, mis sur la table. Il faut une organisation de la justice qui permette aux greffiers et aux magistrats de mieux travailler. Donc évidemment, le numérique, c'est un point qui est important, mais le numérique au service de la justice, encore une fois, pas le numérique comme une forme de détérioration de la justice. Je tiens beaucoup à cela parce que c'est vrai que, par exemple, prenons le cas de la vidéoconférence. La vidéo-audience, d'ailleurs, la vidéo-audience, elle permet d'aller plus vite. Elle permet de résoudre une partie du problème de l'engorgement. Mais la vidéo-audience, elle doit, dans ce cas, avoir toutes les garanties du procès équitable. Je suis très attachée au fait que, si on veut que la justice ait un sens, qu'elle se rende encore les yeux dans les yeux. Les avocats vous le diront, mais pas que les avocats, les magistrats aussi. Donc, il faut que nous arrivions à ce point d'équilibre, développer les outils nécessaires et mettre le paquet sur le numérique, mais être dans l'accompagnement de ces dispositifs pour être sûr qu'à la fin, il n'y ait pas de dommages collatéraux. Et c'est une partie de mon travail et je suivrai ça avec beaucoup d'attention et nous ferons des points réguliers. Je demande, moi, à la chancellerie de me communiquer justement des éléments sur le nombre de dossiers. Alors, pas qu'à Paris, moi à Pontoise parce que c'est mon territoire et puis dans l'ensemble du territoire pour savoir comment les choses évoluent. Je serai extrêmement vigilante. Merci. On a une autre question un peu sur l'attractivité du droit. Ça me fait penser aussi en lien avec les directions juridiques, notamment des entreprises, sur leurs besoins en ces temps-là. Comment est-ce que les avocats ont pu les accompagner? Emmanuel Raskin, avocat conseil d'entreprise, vous avez quand même, j'imagine, beaucoup de vos membres qui travaillent avec les directions juridiques. Est-ce que cette crise, elle a pu refroidir des directions juridiques d'étoffer
leurs équipes, par exemple, à Paris. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts pour l'attractivité finalement du droit vis-à-vis des directions juridiques de grands groupes? L'impact existe depuis un certain temps, et si la crise sanitaire l'a mis davantage sur la scène, il existait déjà parce que certaines entreprises étrangères craignent la justice française. Il faut être réaliste. Et je fais le lien avec ce que Madame la députée disait tout à l'heure. La justice est lente, elle est coûteuse, elle est vécue comme un traumatisme pour le justiciable personne physique, mais aussi pour des sociétés ou des grands groupes qui veulent que leur dossier puisse être traité dans un délai convenable, avec une gestion et une appréciation des coûts que cela peut engendrer. Et on remarque en tout cas sur beaucoup de grandes structures que si on peut éviter la justice étatique, ils n'hésiteront pas à l'éviter pour choisir d'autres modes, comme l'arbitrage, mais cela a un coût. Et donc sur le plan de l'accès au droit, c'est pas normal. Et si nous n'avons pas une justice qui est attractive parce qu'efficiente et dotée de suffisamment de moyens, on pourra toujours essayer de réfléchir à tout ce que l'on veut, mais on restera toujours dans la même problématique. Alors, il n'y a pas que, il y a les moyens, ça c'est une évidence. Ça, c'est pas depuis la crise Covid, c'est depuis des décennies. Alors, on a tenté par, quelles que soient les majorités en place, des réformes multiples, d'arranger les choses, à peu près 25 réformes en moins de 10 ans pour la Cour d'appel. Est-ce que ça a donné des résultats positifs? Il suffit de lire de rapport qui a été rendu l'an dernier par l'inspection des services judiciaires pour se rendre compte que finalement non, et que voire même ça peut être pire, et que tant qu'on n'aura pas des moyens suffisants, assez de greffiers, assez de magistrats en nombre pour assurer la quantité de dossiers que les justiciables sont en droit de voir trancher sans être obligés forcément de passer par des modes alternatifs de règlement amiable, même si je salue cette démarche, l'amiable doit être toujours la solution à rechercher avant toute chose, mais de là à le rendre obligatoire, alors que ça doit être une démarche consensuelle, tout ça pour éviter d'encombrer les juridictions, ce n'est pas une réponse aux justiciables. Donc il faut, pour que le droit soit attractif, d'abord que notre justice le soit aux yeux des autres. Et c'est vrai que pour l'instant, force est de constater qu'elle ne l'est pas. Oui. J'ai juste un petit apport à faire concernant les directions juridiques. Et c'est un petit peu, alors j'ai pas de boule de cristal, hein, mais j'ai fait un petit sondage il y a pas longtemps avec mes amis du village de la justice, et on a clairement 70 à 80% des directions juridiques qui ont fait savoir qu'elles allaient freiner, voire stopper l'embauche de nouveaux juristes, ce qui, pour les avocats, peut être un point positif, si je peux me permettre, parce que la tendance ces derniers temps, c'était à une internalisation de plus en plus des problématiques, à un recours de moins en moins important à l'externalisation vers des cabinets d'avocats, et peut-être qu'on peut avoir un phénomène retour, parce que dans ces entreprises-là, parfois, on préfère transformer des charges fixes en charges variables. Or, le fait d'adresser un certain nombre de dossiers ou de problématiques à l'extérieur dans des cabinets d'avocats va rendre variable ce qui devenait de plus en plus fixe dans les entreprises. C'est juste une tendance qui peut se dessiner, puisqu'on est en train d'essayer de voir. Je suis pas Madame Irma, mais il y a des tendances quand même sur le marché et qu'il est bon de pouvoir écouter. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez éventuellement un mot à rajouter, Madame la députée, Emmanuel. Sinon, merci. Ah, Oui, merci. merci. Écoutez, merci à vous. Eh ben, on va clôturer À tout le monde. les échanges. Il y a plein d'idées qui ont été évoquées. J'imagine qu'elles vont poursuivre leur nouveau chemin selon la nouvelle formule consacrée. En tout cas, il me semble qu'il y a un alignement des acteurs, que ce soit politiques, avocats, magistrats, greffiers ou même la Legal Tech, sur la nécessité de cette transformation de la justice. Et donc, peut-être qu'à l'occasion d'un Vendôme de la justice, si un jour il se fait, il y aura la possibilité de réunir les parties prenantes pour travailler sur ces sujets en commun. Et puis, pour ce qui est de doctrine, on suivra l'évolution de ces idées dans la profession d'avocat, probablement avec le prochain sondage IFOP en 2021. On vous tiendra au courant. Il me reste à vous remercier, Naïma Mouchou, Emmanuel Raskin et Michel Lerreur.
ainsi que tous les participants qui ont posé les questions et qui nous ont écoutés pendant cette petite heure et demie. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci et bon courage.